bonsoir à tous, moi je m'appelle Guillaume Nurdin, donc je travaille pour la société SOAT, je suis développeur .NET et aujourd'hui je vais vous parler du présent et du futur de C#. On va continuer un peu dans le sujet. On va voir ce qu'il y a de nouveau dans les dernières versions de Visual Studio et enfin on verra Azure DevOps très rapidement. Donc les spans. Alors, donc en ce moment on est sur les versions 7.1, 7.2 et 7.3 de C#, qui a pour promesse un code plus sûr, plus efficace, qui nous permet plus de liberté et avoir moins de code à écrire. Et la promesse de C# 8, c'est le super langage qui va nous permettre de faire tout plein de choses. Donc déjà, est-ce que vous avez regardé, à part les spans, les nouveautés qu'il y a dans C# 7.1, .2, .3, etc. Oui. Ok. Ça tombe bien, je voulais en parler. Le premier truc. Ok. Est-ce que vous avez regardé les démos de la .NET Conf ou de la build sur C#? Non? À part ceux qui speak. Donc il y avait un exemple qui était assez marrant et finalement qui est peut-être pas très connu de tout le monde. Est-ce que vous savez que désormais, sur une méthode, on peut faire quelque chose comme ça? Donc on peut passer par ref des entiers. Donc on doit forcément ici le passer par ref. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut ajouter une méthode d'extension. Donc on peut faire ça sur le ZIS. Okay. Quand on commence à faire des choses comme ça, c'est un peu dangereux puisque on donne la possibilité à quelqu'un en fait de modifier des valeurs qu'on lui passe en paramètres et on ne sait pas forcément ce qu'on a envie de faire. Donc si à la place de ref, je mets le mot-clé in, qu'est-ce qui se passe? C'est que je passe la référence, mais je n'ai pas le droit de la modifier dans la méthode. Donc là, par exemple, ici, je faisais un y-, sur ma référence. Je ne peux pas le faire puisque j'ai spécifié que c'est un in. De la même façon, quand je peux retourner un ref. Okay, donc ici, je retourne le ref. D'accord. Je peux soit directement récupérer la valeur, soit récupérer la référence. Je crois que c'est plutôt comme ça. Ok, donc jusque-là, ben, on est un peu sur les mêmes concepts que tout à l'heure. Sauf que si je n'ai pas envie que cette référence soit modifiable par quelqu'un, je peux rajouter le mot-clé read-only, sûrement ici d'ailleurs. Et là, dans ce cas-là, en fait, ben, on voit qu'on ne peut pas compiler puisque notre truc est réutilisé en bas. Ok, donc grâce à ça, c'est un peu le même concept que tout à l'heure avec les spans. On va permettre d'économiser de la mémoire puisqu'on va passer les références. Du coup, on laisse la porte ouverte à tout plein de cas, de bugs, de problématiques puisque on ne va pas trop savoir ce que va faire notre client de cette méthode et ce qu'il va vouloir écrire ou pas dans l'emplacement mémoire. Et donc, C# 7.3 et 7.2 aussi permet du coup de s'assurer qu'on reste sur des choses qui sont read-only ou qui ne sont pas modifiables dans la méthode. Donc du coup, on se protège un peu contre tout ça. Donc pour moi, ça c'est un truc, en fait, souvent on voit passer dans la build note, mais on ne regarde pas forcément. Donc j'avais envie de vous le présenter. Ensuite, les promesses de C# 8.
Donc dans C# 8, pour l'instant, on n'est que sur des fonctionnalités qui sont envisagées, c'est-à-dire qu'il n'y a encore rien d'extrêmement sûr. Et dans toutes les démos qu'on a pu voir, on était encore sur des trucs assez expérimentaux. Donc le nullable et non-nullable reference type, en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais la personne qui a inventé les nulles références en 65 s'est excusée et a dit que c'était l'erreur la plus chère de sa vie. Bon, il a inventé en 65, il n'empêche que C#, Java, etc. long et ça a été fait après. Ça pose tout un tas de problèmes. Aujourd'hui, résoudre ce problème, c'est pas aussi simple que ça, parce que si on devait enlever ça en C#, on aurait un breaking changes énorme et on aurait plein de problématiques avec le code existant. Du coup, ce que Microsoft propose, c'est soit de faire du F#, soit d'utiliser Roslyn et les possibilités du compilateur pour essayer de prédire au maximum les erreurs possibles sur les nuls. Donc on va faire une petite démo tout à l'heure. Et ensuite, on a au moins 3 grandes autres possibilités de fonctionnalités qui sont envisagées. Ça va être un peu compliqué de faire une démo, mais je vais vous les présenter par la suite. C# 8. Tac. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je mets PowerPoint, il reswitch le... Ok. Donc là encore, je n'ai pas réinventé la roue, j'ai repris la démo qu'ils ont faite. Imaginons une classe personne dans laquelle middle name finalement n'est pas forcément obligatoire puisque tout le monde n'a pas un middle name. Si je fais ça, en fait, il se peut que souvent middle name soit nul et qu'on ait tout plein de problèmes avec ça. Donc je vais pouvoir ajouter ça. Donc ça, pour l'instant, je pense que c'est en mode expérimental, hein, qui va checker des choses. Oh non. Bon, il ne le trouve pas, mais il me dit quand même les erreurs, c'est cool. Ok. Donc là, il me dit qu'avec ce constructeur, on va avoir un problème puisqu'on n'initialise jamais middle name. Ok. Donc on a le droit de le faire. En plus, c'est un warning, mais voilà, on identifie qu'il y a un problème. Donc là, on a 2 solutions. Soit on initialise middle name à nul. Non, je rigole. On n'a pas le droit non plus. Il va le détecter. Il va le détecter. Bon, normalement, il doit le détecter. Sinon, on peut aussi le mettre comme ça. OK? Et là, c'est pire. OK, je vais prendre le C# 8 sur le projet, c'est bon. Voilà. OK? Donc quand je fais ça, il m'enlève le warning. Waouh, trop cool. Donc en fait, là, grosso modo, on n'a rien changé à C#. Hein. On a juste changé, on a juste indiqué quelques warnings, mais en fait, il n'y a pas de grosses nouveautés dans le langage. Maintenant, si je fais ça, je peux juste faire ça. Ben là, il m'indique encore une fois que, attention, je vais avoir possiblement middle name peut être nul. Ok, ce qui est assez fort, enfin je trouve. Si je fais un write line juste pour ça, c'est que donc là, il m'indique bien que je vais avoir un problème, qu'il se peut que j'ai un problème. Et si je fais ça, bah là, en fait, il voit tout de suite, enfin, il voit tout seul que j'ai bien résolu mon truc. Donc c'est quand même assez cool d'avoir ça. Et ça, normalement, c'est prévu. C'est la seule vraie fonctionnalité qu'ils ont réellement pré-validée, presque sûre. Pour les autres, ça reste un peu plus ésotérique. Tout à l'heure, Nathanaël nous a parlé des ranges. J'aurais bien aimé vous les montrer, mais leur site de démo est un peu cassé.
Donc, par rapport au slice, au span et tout ça, on va pouvoir définir des ranges de cette façon-là. Donc là, c'est les éléments de 0 à 4. Si on prend juste ça, c'est tous les éléments. Si on prend ça, c'est du 5e jusqu'à la fin, etc. Donc ça, c'est un truc qui arrive aussi. Pour le tester, on a un site qui s'appelle sharplive.io. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà essayé. Donc c'est celui-ci. Et là-dedans, vous pouvez utiliser plein de versions de C# 8 et autres démos qui ont été faits et tester des trucs. Bon, en ce moment, ça ne marche pas. Mais hier, quand j'ai préparé la démo, je vous promets que ça marchait. Je l'ai vu marcher, les ranges. OK. On pouvait même faire toutes les autres démos que je ne vais pas pouvoir vous montrer ce soir. C'est cool. En particulier celui-là, qui est assez attendu, je pense. Les async streams. Donc on va pouvoir faire du async sur des streams et du coup mettre un await ici. Parce qu'on peut le mettre ici, je crois, ça compile, enfin ça marche. On peut mettre le await directement là, mais là c'est un peu bidon parce qu'on attend d'avoir tout récupéré avant de le parcourir. Et là on va parcourir, à chaque fois qu'on en a un nouveau, on va avancer dans la boucle. Donc ça c'est trop cool. Et on va pouvoir faire du async disposable. Dans les nouveautés, on a aussi sûrement, ce qui va arriver, de mettre des implémentations par défaut sur les interfaces. Donc sur une méthode d'interface, on va pouvoir spécifier le corps de cette méthode. Je ne sais pas si ça sera retenu ou pas, mais enfin, c'est grosso modo une classe abstraite. L'impression, ça ressemble. Et on pourra faire plein de trucs cool avec les patterns. Je ne sais pas s'il y a beaucoup qui utilisent les patterns, mais on va pouvoir faire des trucs encore plus cool. On va... OK. Donc, pour regarder toutes ces nouveautés, toutes ces previews, vous allez sur le GitHub /wiki, enfin sur le C#lang /wiki. Pour tester, on peut prendre le sharplab.io. Et puis sinon, la doc Microsoft. Sans transition, quoi de neuf dans Visual Studio? Alors, ce qu'il y a de cool avec Visual Studio, c'est qu'il y a une nouvelle version toutes les semaines. 15.8.1, .2, .3, .4, c'est tout sorti dans le même mois, ça. Du coup, les nouveautés, c'est mieux qu'avant. Donc, des nouvelles fonctionnalités, de grosses améliorations de performance. Donc, sur le chargement des solutions, l'exécution des tests, et en particulier sur le Unit Live Testing. Apparemment, maintenant, c'est presque utilisable. Les nouvelles fonctionnalités, donc là, de productivité, c'est tout ce qu'on récupère de ReSharper, finalement, qui va permettre, avec un contrôle point, de transformer un for en for each ou l'inverse, de transformer des link queue en for each. Ça, je ne vois pas trop l'intérêt. La sélection multicarrette, donc on peut sélectionner plein d'endroits dans le code, et quand on tape, ça écrit partout où on avait sélectionné. C'est l'avancée par rapport au Shift Ctrl-Alt sélection. Le support de TypeScript 3, donc ça c'est cool parce que dans TypeScript 3, on peut les ts.config peuvent référencer d'autres ts.config. Du coup, on peut commencer à faire des projets, tout ça, à organiser un peu mieux son code. Donc ça c'est pas mal. On peut utiliser aussi l'émulateur d'Android de Google à côté d'un Hyper-V, ce qui n'était a priori pas possible avant. Cyril, c'est ça? Et oui, il faut la dernière mise à jour de Windows 10 aussi. Donc là, il faut bien tout réinstaller. Et puis bien sûr, on a tous les derniers SDK dont on a besoin. Je vous ai mis quelques liens que vous retrouverez dans les slides. On a aussi l'annonce que Docs devient open source. Bon, c'est pas ouf, mais quand même. Non, mais bon, on s'y attendait, quoi. Enfin, c'est... voilà. le tools pour générer la doc, en fait. Oui, pardon. Oui. Sans transition, VSTS devient Azure DevOps. Ouh. Ça a changé le jour où je devais présenter VSTS chez un client.
Donc, on imagine que là, c'est le ADR, là. On ne change plus de nom. Hein. TFS, VSO, VSTS, là, stop. Là, on arrête, c'est Azure DevOps. Il y avait TFS. Comme ça, on comprenait vraiment. Avant. Donc, Azure DevOps, donc c'est un service Azure qui permet, à travers 5 services dédiés, de gérer l'ensemble du cycle de vie de votre appli, donc de la gestion du backlog, la build, le pipeline de déploiement, les repos bien sûr, ils auraient pu le mettre là-bas, les test plans et la gestion de vos packages. Donc ça c'est cool. C'est pour toutes les technos, quasiment. Ça ne permet pas du coup de faire du DevOps que dans Azure. Vous pouvez faire du DevOps chez vous, dans d'autres clouds, genre AWS. Vous pouvez installer des contrôles, enfin des agents de build et tout ça chez vous. Et c'est aussi ouvert, en tout cas Azure Pipeline, à GitHub. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser uniquement le service Azure Pipeline et tout le reste dans GitHub, par exemple. Qu'est-ce qu'on a? On a une démo là-dessus. Cool. Donc là, j'espère que ça va marcher. Ils ont tout renommé là, c'est bon. Donc là, j'ai créé un... Cool. Donc ça ressemble à ça, c'est plutôt joli. L'interface, elle est cool. Ça permet de faire tout plein de choses. Donc là, je l'ai créé depuis dev.azure.com. On peut s'en créer autant qu'on veut, surtout quand on a une licence MSDN. Derrière, quand vous créez un truc comme ça, vous avez 5 utilisateurs gratuits. Ces 5 utilisateurs gratuits, c'est pour des utilisateurs qui ont besoin de développer. Pour les utilisateurs qui font juste de la consultation ou qui gèrent juste le backlog, ça, c'est tout le temps gratuit. Si, par exemple, vous avez un utilisateur qui n'a pas de licence, et si vous avez une licence MSDN, bien sûr, vous pouvez utiliser partout, tout le temps. Okay. On peut faire la création de tout ça directement depuis le portail Azure. Donc c'est ce qu'on appelle les projets DevOps. Donc ça existe depuis un petit moment, mais maintenant c'est la même chose. Donc là, je crée depuis mon portail Azure un projet Azure DevOps. Je choisis mon langage, donc on a quand même pas mal de langages supportés. Moi, je vais faire du .NET. Et là, je peux choisir une base de données. Je dis que c'est dans une web app. Je lui renseigne tout ce qui va bien, hein, le nom, etc. Et derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me générer tout l'environnement pour héberger ça. Je ne vais pas vous le faire parce que j'ai déjà plus de temps. Et il va me créer ce projet Azure DevOps dans lequel il aura créé en particulier un pipeline, mais aussi le repo qui va bien avec tout dedans. On voit qu'il a même mis les templates ARM et le pipeline qui va bien pour déployer tout ça. Okay, donc à la fois la build et la partie release management qui ressemble à ça. Donc qui récupère ce qui a été produit par la build et qui en fait quelque chose en particulier qui crée tout ce qui va bien depuis mon template ARM par exemple sur Azure et qui déploie tout ça. Donc ça c'est une belle avancée je trouve. En gros, ça reste du renaming et du repackaging, mais on a quand même là tout ce qu'il faut pour bien travailler. Je trouve que c'est un bel outil. Et dans GitHub, du coup, sur le marketplace, vous allez trouver le Azure Pipeline. OK? Donc ça, vous en avez toujours un gratuit qui vous propose, je crois, 30 heures de build par mois. Donc c'est déjà pas mal. Ensuite, vous pouvez payer pour en avoir plusieurs. Et dès que vous en avez un payant, c'est-à-dire que vous pouvez lancer en parallèle, il est payant donc $40. Par contre, il n'y a pas de limite de temps de build. Vous pouvez builder autant de fois. Une fois que vous en avez payé un, vous pouvez builder autant que vous voulez. Je pense pas.
Enfin, je sais pas, là, c'est marqué $40, je crois. Mais peut-être qu'il y a une offre de lancement. C'est possible qu'il y ait une offre de lancement. Euh, c'est gratuit pour les projets open source. Donc, en fait, si vos repos ils sont publics, vous pouvez utiliser les builds autant que vous voulez. Donc, un petit récap. Donc, Azure Pipeline qui s'intègre à GitHub. Azure Pipeline qui est gratuit et limité pour les projets open source. C'est gratuit pour 5 utilisateurs et pour tous les abonnés Visual Studio. Tous les services sont indépendants et désactivables. C'est-à-dire que toute la barre de navigation avec les 5 services, vous pouvez les décocher pour, si vous ne voulez pas les utiliser, quoi. En particulier, si vous voulez faire que des repos et pas utiliser le pipeline, bah, vous pouvez le cacher, enfin voilà, ne pas l'activer. Les 5 utilisateurs, en fait, c'est surtout sur Artifact que c'est utile. Voilà, on peut déployer partout, on peut acheter des utilisateurs supplémentaires par pack de 10 et on peut acheter des Azure Pipeline un par un, quoi. Ok. Voilà pour moi.